Alors bonjour à tous, on va vous proposer une session un petit peu particulière à la demande de Jean-François avec Mathieu qui va traiter des traitements de l'oreille interne dans le futur. Donc en fait c'est une sorte d'exercice de futurologie où on va vous proposer ce qu'on appelle un futur tendanciel, c'est-à-dire un futur probable. Et ce n'est pas non plus de la science-fiction puisque tout ce dont on va vous parler est basé sur une durée de transfert du paillasse à la clinique de 10 à 15 ans. Donc ça veut dire que parmi ce qu'on vous propose, il y a des choses qui n'existent pas encore, mais il y a beaucoup de choses qui existent déjà au stade de la recherche et dont on pense qu'à un horizon 10-15 ans, ça passera en routine clinique. Et pour cela, on vous a proposé 3 cas cliniques classiques que l'on rencontre au quotidien et pour lesquels on vous propose une prise en charge qui serait différente de celle que l'on fait actuellement. Mathieu va commencer avec 2 cas. Oui, donc moi c'est pareil, je ne me risquerai même pas à faire de spéculation sur les délais de développement des différents systèmes dont on va vous parler ici, puisque il y a 10 ans, je disais pareil, ce sera dans 10-15 ans aux malades. Donc l'idée, c'est aussi de vous dire qu'il y a des choses qui existent d'ores et déjà maintenant, enfin des essais cliniques qui sont en cours, phase 1, phase 2, phase 3, et en parler un petit peu. Et donc au travers de, de 2 cas cliniques qui posent problème, avec les thérapeutiques actuelles dont on dispose. Ce premier patient qui présente manifestement une maladie de Ménière ou équivalent avec des crises vertigineuses invalidantes, qui a une surdité neurosensorielle du côté droit, avec une fonction vestibulaire globalement préservée et une audition résiduelle qui est significative, et un hydrops bilatéral à l'IRM, et puis un cas tout aussi courant, une patiente qui fait une surdité brutale, étiquetée idiopathique, IRM négatif, et qui a reçu le traitement standard, à savoir la corticothérapie Péros puis en injection, et qui présente une surdité sévère persistante associée à un acouphène du côté gauche. Donc, juste avant de parler des possibilités de traitement chez ces 2 patients, quelques notions que tout le monde connaît à peu près sur les possibilités de diffusion des traitements à l'oreille interne. Ça, c'est une illustration issue du site d'Alex Holt à Saint-Louis, que je vous encourage à visiter parce qu'il est très bien fait, très intéressant. Et en fait, le premier élément qui limite la diffusion des traitements à l'oreille interne, c'est l'existence des barrières. Donc on a la première barrière quand on a un traitement systémique qui est donné, qui est la barrière hématolabyrinthique. Barrière relativement étanche, sans doute plus que la barrière hémato-encéphalique, qui est déjà elle-même assez résistante. Premier élément. Et deuxième élément, c'est les tympans. Le tympan, si on utilise un produit dans le conductif externe, la fenêtre ronde et la fenêtre ovale. Fenêtre ronde et fenêtre ovale sont donc des voies de diffusion naturelles dans l'oreille interne. C'est vrai qu'on la fenêtre ovale, on y pense un peu moins parce qu'il y a l'obstruction physique qui est réalisée par la présence de l'étrier, mais probablement qu'il y a quand même des molécules qui peuvent diffuser au travers du ligament annulaire. Difficile d'évaluer réellement, de toute façon, quand on administre un traitement en transtympanique, quelle est la part de diffusion par la fenêtre ronde ou par la fenêtre ovale, mais les deux fonctionnent. La fenêtre ronde, c'est probablement la voie d'entrée la plus naturelle quand on administre un traitement au travers du tympan. C'est une membrane qui est semi-perméable. Alors il y a plusieurs caractéristiques qui peuvent expliquer une diffusion ou faciliter une diffusion au travers de cette membrane. Molécules lipophiles, de bas poids moléculaire. Mais après, il y a des caractéristiques, on va dire, très standard de la membrane de la fenêtre ronde à prendre en compte, c'est-à-dire la possibilité de l'exposer, savoir si les reliefs osseux qui l'entourent sont procidents ou pas, savoir si cette membrane secondaire ou fausse membrane qui la recouvre est présente, épaisse ou pas, parce que nécessairement elle va venir gêner la diffusion des produits à l'intérieur de l'oreille interne. Et la membrane elle-même, elle est constituée de 3 couches, 2 couches épithéliales, une externe, une interne, avec une couche intermédiaire conjonctive, et la couche interne épithéliale présentant des jonctions intercellulaires beaucoup plus lâches qu'au niveau externe.
beaucoup de questions à se poser quand on veut administrer un traitement in situ de l'oreille interne, mais peut-être trois questions centrales. D'abord, le type d'action qu'on souhaite d'avoir. Est-ce que c'est une autoprotection ou au contraire une régénération? C'est vrai que la plupart des travaux actuels, c'est plutôt dans le domaine de l'autoprotection que ça se situe. Quelle est la molécule, quelle est la pharmacocinétique de la molécule qu'on va étudier? Et donc ça, c'est des pics de distribution intra-labyrinthique des différents traitements classiquement utilisés, donc de la dexaméthasone ou de la gentamicine. Et la dexaméthasone telle qu'elle est utilisée actuellement en clinique, elle est présentée dans une forme associée à un phosphate. Donc il faut bien regarder dans les papiers l'adjuvant au traitement qui est utilisé, parce qu'avec l'adjuvant phosphate, par exemple, la distribution de la dexaméthasone, elle réalise une forme de pic très rapide et c'est rapidement éliminé derrière. Alors que quand on utilise la forme plus stable de la dexaméthasone simple, la distribution, elle, reste relativement stable dans le temps. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est la distribution au sein de la cochlée. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais il existe de toute façon, à partir du moment où on passe par la fenêtre ronde, un gradient base-apex qui veut que la plupart des traitements, ils sont présents après la fenêtre ronde, dans le tour basal, mais ils ont du mal, du fait du flux périlymphatique un peu limité, de pouvoir atteindre des régions du deuxième tour, voire de l'apex. Les vecteurs, ils peuvent être absents si on fait une injection transtympanique de notre molécule d'intérêt simple. On peut utiliser toute une ribambelle de nanoparticules dont on va parler un petit peu, ou des dispositifs de diffusion. Et en fait, ce qui va probablement nous orienter vers un type de vecteur plutôt qu'un autre, c'est la durée d'action qu'on souhaite avoir au niveau de l'oreille interne. Est-ce qu'on veut réaliser un traitement aigu? Est-ce que c'est du moyen terme? Ou au contraire, est-ce qu'on veut faire de la régénération avec un traitement prolongé et un dispositif, du coup, qui reste à demeure un certain temps? Donc typiquement, si on se place dans une durée de courte action, on va avoir une action aiguë sur l'oreille interne. Les innovations récentes qui ont été proposées, et notamment par l'équipe d'Anil Lalwani, c'est des micro-perforations de la fenêtre ronde. Donc c'est des micro-perforateurs de ce type-là qui font entre 50 et 150 microns, qui, une fois que les micro-perforations sont réalisées au niveau de la membrane de la fenêtre ronde, ça permet de faciliter le passage des traitements au travers, avec donc une diffusion au liquide labyrinthique qui est améliorée, multipliée par 35. Donc des modalités de cicatrisation derrière de ces micro-perforations qui restent tout à fait satisfaisantes. Ça a été validé sur os temporal humain et la limite actuelle de ce dispositif tel qu'il peut être utilisé, c'est le contrôle de la profondeur d'insertion une fois qu'on a réalisé la micro-perforation, être certain qu'on ne lèse rien derrière. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir améliorer, notamment au travers des perspectives potentiellement de micro-perforation robotisée. Dans les dispositifs qui permettent d'avoir une libération à moyen terme, ou en tout cas à plus long terme, les hydrogels, c'est eux qui sont le plus étudiés. Donc il y a des essais cliniques en cours. Quand nos patients nous demandent s'il y a des choses qui se passent, oui, actuellement il y a des choses qui se passent, et depuis plusieurs années d'ailleurs. Leur intérêt essentiel, c'est qu'ils vont permettre de limiter la fuite vers la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, on peut prendre toutes les précautions positionnelles qu'on veut, on ne sait pas si c'est efficace, on ne sait pas dans quelle mesure c'est efficace. Il y a nécessairement une fuite quand on a une solution liquide qui est administrée en direction de la trompe d'Eustache. Là, les hydrogels, ils vont faciliter du coup la résidence au niveau de l'oreille moyenne et la résidence au contact de la fenêtre ronde et donc sa diffusion au niveau des liquides labyrinthiques. Donc plusieurs études qui sont soit récents et qui ont été terminées, donc le médicament de surdité brusque développé par Auris, qui a fini sa phase 3 depuis maintenant longtemps. Ce médicament développé par Autonomie pour le ménière unilatéral, qui utilise donc ce gel polymérique qui est thermosensible, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est injecté au travers du tympan, il va se solidifier. C'est une solution liquide. Une fois qu'elle est injectée, elle se solidifie et ça facilite, encore une fois, la résidence du produit d'intérêt au niveau de l'oreille moyenne avec des durées de résidence entre 10 et 30 jours telles que ça a pu être évalué.
D'autres essais qui sont en cours, hein, je vous disais, entre phase 1, phase 3, il se passe des choses depuis plusieurs années. La durée de développement, elle est nécessairement longue, c'est des horizons à plusieurs années, mais on voit par exemple là un outil potentiel de régénération cellulaire par Frequency Therapeutics qui a été récemment publié sur une étude de tolérance. Dans le même ordre d'idée, pour avoir un effet à moyen terme, sans parler de long terme, les nanoparticules. Alors les nanoparticules, elles peuvent être utilisées en traitement systémique, mais également en local, quand elles sont associées à un gel. On en retrouve de différents types, les nanoparticules organiques ou inorganiques. Dans les nanoparticules organiques, on a les doubles couches lipidiques là, qui se diffusent particulièrement bien, les différents types de polymères. Les spions qui présentent la caractéristique, donc là ils ont des propriétés électromagnétiques, et ça c'est intéressant pour pouvoir les mobiliser, c'est-à-dire que si on applique un champ magnétique externe, théoriquement on peut les faire bouger dans l'oreille interne, et là où on a un gradient base-apex, d'un point de vue théorique, c'est quelque chose qui peut éventuellement être contrecarré par l'application de ce champ magnétique et la mobilisation des spions. Ils sont la plupart du temps, jusqu'ici, étudiés dans les traitements administrés au niveau du système nerveux central, mais ça s'est fait également pour les traitements des pathologies de l'oreille interne, avec donc un coating par de la dexaméthasone. Ça a été étudié à plusieurs reprises. Et c'est donc probablement des outils qui peuvent être intéressants, et d'autant plus qu'ils présentent l'intérêt de pouvoir être imagés derrière, donc de contrôler d'un point de vue géographique où la localisation a eu lieu. Donc on a fait les microperforations à court terme, hydrogel, nanoparticules associées dans les libérations à moyen terme. Donc pour les dispositifs à libération plus prolongée, il y a des choses en fait anciennes et connues, hein, qui étaient déjà utilisées. La pièce de gel forme au contact de la fenêtre ronde imbibée de dexaméthasone, ça c'était fait assez couramment. Le micro-wick de Silverstein, c'est pareil, c'est un développement qui est ancien, avec la limite qu'on a déjà citée, à savoir pouvoir accéder pour sûr à la membrane de la fenêtre ronde, ce qui n'est pas évident. Dans les dispositifs en cours de développement, l'Earcube, ici, qui n'a pas encore été étudié sur modèles animaux, à ma connaissance. Donc lui, il a l'intérêt de présenter deux compartiments, donc on peut associer deux agents. Il est mis en place, donc là ici c'est indiqué au niveau de la fenêtre ovale, mais il peut également l'être au niveau de la fenêtre ronde. La diffusion se fait à des volumes très très lents, et le contrôle de cette diffusion, le contrôle du volume, c'est un élément qui est important, de la même manière que la nature des agents qui peuvent être administrés. C'est-à-dire que si c'est un réservoir qui peut être rechargeable, s'il y a deux réservoirs où on peut mettre deux molécules à action synergique à l'intérieur, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore publié, que Thomas Lennars a présenté à l'EAONO là, en septembre, sur une dynamique de développement qui était assez impressionnante, parce que je ne sais pas exactement quand il a commencé à le développer, mais il a déjà commencé à l'utiliser chez des sujets avec surdité brusque rebelle. C'est des implants donc de la fenêtre ronde avec fabrication par imprimante 3D. Et donc, dans le processus de fabrication, il y a c'est des implants qui sont individualisés, calculés sur la base des caractéristiques scanographiques de la fenêtre ronde. Et le médicament, qui est en l'occurrence de la dexaméthasone, là, est chargé dans le petit réservoir et va venir diffuser au travers de la fenêtre ronde de manière très prolongée. Et c'est des implants qui sont biodégradables. Donc au bout théoriquement de plusieurs mois, c'est censé pouvoir disparaître. Le meilleur moyen de contrôler le volume, c'est les micropompes. Alors les micropompes, elles sont essentiellement développées pour les modèles animaux, mais ça a existé chez l'homme. Hein. Plantke avait fait son Run Window Micro 4 associé à une micropompe. Ça commence à remonter un peu, c'était la fin des années 2000, c'était 2009. Pareil sur des patients avec une surdité brusque unilatérale, et des résultats qui étaient globalement plutôt mitigés, parce qu'il y avait pas mal d'accidents liés au dispositif, des dislocations du cathéter, des problèmes de cicatrisation de la membrane tympanique ou du conduit auditif, qui n'est pas utilisé en pratique courante, c'est certain.
Et ces dispositifs à libération prolongée, ce qui nous permettent, c'est ça, c'est un contrôle, enfin idéalement, ce qui devrait nous permettre, c'est un contrôle dynamique du débit. On peut pouvoir en mettre plus, en mettre moins, on peut pouvoir recharger, associer des traitements. Et on a assisté récemment au développement des micropompes à double sens qui permettent de contrôler donc le volume qui est administré, mais également le volume qui en est retiré pour pouvoir éviter des anomalies liquidiennes à l'intérieur de l'oreille interne. Donc si on revient à notre patient de 60 ans qui présente son ménière en phase de décompensation, c'est vrai qu'on est gêné, c'est-à-dire qu'on peut lui proposer tous les traitements médicamenteux qui ont jusqu'ici échoué. Ce qui peut probablement être discuté chez lui, c'est éventuellement l'intérêt d'injection transtympanique de dexaméthasone, qu'on peut éventuellement faire en première intention, mais ce qu'on cherche chez lui, sur une maladie qui est décompensée depuis plusieurs mois, c'est quand même une action au moins à moyen terme, une action un peu prolongée. Et donc lui, théoriquement, il relèverait d'un traitement avec un dispositif à libération prolongée, quel qu'il soit, ou d'un hydrogel avec un temps de résidence au niveau de l'oreille moyenne qui soit suffisamment long pour pouvoir permettre de régler son problème transitoire de dysfonctionnement de l'oreille interne. Notre patiente de 37 ans qui a présenté sa surdité brutale gauche, avec donc une surdité sévère persistante et un acouphène persistant. On la voit à 1 mois. Là, traditionnellement, on serait un peu embêté. Dans certains centres, on pourrait lui dire bon, on va faire une oxygénothérapie hyperbare et ou une hémodillution, mais dans la perspective d'un traitement maximaliste, on va dire sans avoir de preuves réelles de l'efficacité de ces actions. Et chez elle, ce qu'il va falloir envisager, c'est un traitement aigu pour essayer de régler son problème aigu. Et la perspective, typiquement, de pouvoir réaliser des micro-perforations de la fenêtre ronde contrôlées et en taille et en profondeur, avec diffusion de la dexaméthasone pour sûr à l'intérieur des liquides labyrinthiques, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc je vais terminer relativement rapidement pour dire qu'en fait le dénominateur commun de tous ces traitements in situ, c'est vraiment les fenêtres et les voies de diffusion à l'intérieur de l'oreille interne. Il faut bien sûr être certain que rien ne fuit par la trompe d'Eustache, mais c'est difficile de pouvoir le maîtriser de manière très très contrôlée. Et pouvoir maîtriser la région des fenêtres et la région de la fenêtre ronde, c'est ce qu'a proposé Lennart avec son équipe et son implant personnalisé, individualisé, avec réservoir au contact de la membrane. Mais ça veut dire que chirurgicalement, il faut pouvoir s'approprier cette zone-là, pouvoir fraiser les reliefs qui sont à proximité, être certain d'avoir dégagé une membrane secondaire, une fausse membrane au contact de la véritable membrane. Et donc, ça impose de faire un peu de travail, d'anatomie, et puis de dépasser certaines inquiétudes potentielles pour pouvoir être certain que notre produit diffuse bien à l'intérieur de la scala tympani ou à l'intérieur de l'ensemble du labyrinthe pour qu'on puisse être certain que ce soit efficace. Parce qu'appliquer quelque chose sur une fenêtre ronde qui n'a pas été manipulée, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans le fond de la niche. Et c'est probablement ça qui peut limiter un petit peu la diffusion. Donc pour des conclusions très rapides de cette partie sur les traitements in situ, il faut pouvoir maîtriser les voies d'entrée dans l'oreille interne, donc particulièrement la région des fenêtres. Il y a des travaux qui sont en cours, très très facilement consultables, Clinical Trial, ou les travaux sur les pipelines, les sites des pipelines des entreprises, on peut voir directement où ils en sont des stades de développement, et ça permet de répondre aux patients en consultation. Quand ils nous disent ça en est où, on peut simplement aller consulter et leur répondre. Et après, il y a les limites de la recherche française. Alors là, moi, ici, c'est certain que je vais prêcher des convaincus, mais c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop inefficace pour qu'on puisse accélérer un petit peu ce développement, que ce soit les structures publiques qui nous financent ou les fondations. Ils devraient comprendre qu'une équipe de recherche, c'est un noyau, il y a un clinicien au milieu, un méthodologiste, un research assistant, et que si cette équipe-là n'est pas pérenne et qu'on est obligé à chaque fois de renouveler les demandes de financement pour remplacer un tel ou un tel, on ne peut pas avancer sur des projets de cette envergure. Et de la même manière, les instances réglementaires, que ce soit les CPP ou les relectures dans les appels à projets, ils doivent
rester dans leur rôle. Un CPP, ça protège les personnes, ça peut donner un avis méthodologique, mais bon, c'est pas quelqu'un qui dit comment on va travailler au quotidien, en théorie. Et d'un point de vue méthodologique, probablement qu'il faut bien cibler les populations à inclure dans les essais cliniques, parce que ce qu'on voit dans les essais de phase 1, phase 2 ou phase 3 qui ont des résultats négatifs, c'était souvent du tout venant, extrémité brusque, tout degré confondu, et du coup ça ne marche pas. Sur le critère principal, c'est affiché comme négatif, alors que quand on regarde dans les sous-populations, surdité profonde ou acouphène invalidant, on peut voir des résultats avec des bénéfices indirects qui devraient exister. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Yann. Alors, on enchaîne sur un deuxième cas clinique, une patiente aussi jeune de 32 ans avec une surdité évolutive, un appareillage, une maladie génétique qui aura été identifiée avec une survenue du handicap un peu plus tard dans la vie, probablement des délais du diagnostic de l'origine génétique un peu plus courts grâce à la généralisation des puces à ADN. Et puis voilà, donc on va lui proposer un implant cochléaire. On voit ici que sur l'audiométrie, on est en dehors des critères d'implantation actuelle, mais je pense que ces critères vont s'assouplir dans le futur. Peut-être que Mathieu, après avoir étendu les indications sur surdité unilatérale, s'emparera de ce sujet. Mais je pense que par rapport à d'autres pays, nos critères sont un petit peu plus restrictifs. Ils s'assoupliront dans le futur. On ne parlera plus d'une implantation cochléaire uniquement pour une réhabilitation, mais d'une implantation cochléaire réellement thérapeutique, puisque je pense que cet accès à l'oreille interne lors de l'implant deviendra une opportunité de traitement en plus de la réhabilitation auditive. Et donc voilà un petit peu le paradigme que je vous propose pour essayer d'envisager cet implant du futur, avec premièrement le choix de la technologie de l'implant, deuxièmement une planification et une simulation systématique de l'insertion, l'administration avant l'implant d'une thérapie génique pour les patients à qui on pourra les proposer, une insertion systématiquement robotisée assistée par une intelligence artificielle, une imagerie avancée pour vérifier le positionnement de l'implant et des réglages de l'implant assistés par l'intelligence artificielle. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'on sera assisté par de l'intelligence artificielle de plusieurs manières. Premièrement par de l'analyse d'image, de l'analyse de signal, c'est sûr, peut-être aussi par ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, c'est-à-dire l'analyse de toutes les données de santé du dossier qui arriveront en amont. Tout ça va servir à entraîner des algorithmes, ce qu'on appelle le machine learning, et qui lui-même s'intégrera dans du deep learning. Donc, cette intelligence artificielle et la chirurgie, elle interviendra en préopératoire, au niveau du diagnostic, à l'aide de nouveaux marqueurs. On parle de biomarqueurs pour les surdités brusques, rechercher la cochléine ou la prestine dans le sang après des traumas. Donc je pense qu'on aura des profils biologiques peut-être dans le futur qui nous aideront à affiner les diagnostics et aussi de la reconnaissance d'images. Hein. On en a parlé ce matin. Des autospongioses à scanners normaux. Est-ce que ces scanners sont vraiment normaux? Est-ce qu'une lecture par une intelligence artificielle permettrait d'affiner le diagnostic? Il y a des sociétés qui se sont déjà emparées de la question, de la même manière, l'autoscopie aujourd'hui peut être analysée automatiquement. En opératoire, on peut imaginer que l'intelligence artificielle va, entre guillemets, surveiller, en tout cas nous assister pendant la chirurgie avec des reconnaissances de l'image, de l'analyse, de la numérisation de la vidéo, pour par exemple nous avertir lorsqu'on s'approche d'une région à risque, lorsqu'un geste inhabituel est réalisé, avec une assistance robotisée d'une part, et puis surtout un monitoring qui va se densifier et qui deviendra tellement complexe qu'il sera plus analysable par le chirurgien. On pourrait imaginer de coupler des mesures de force d'insertion, un écho-G. Au moment de l'insertion de l'implant, on va pouvoir mapper la pénétration de l'électrode avec une mesure en temps réel des impédances, soit entre les électrodes elles-mêmes, soit par stimulation du nerf facial. J'ai vu aussi, il vient de sortir un papier où en fait on surstimule les électrodes de l'implant et on recueille la réponse sur le nerf facial pour tenter de vérifier la position de l'électrode au moment où elle s'approche de la deuxième portion du nerf facial dans la cochlée. Donc voilà. Et en plus, on peut imaginer d'autres types
de monitoring, comme des senseurs biochimiques qui permettraient de vérifier qu'on soit bien dans la périlymphe, qu'on ne franchisse pas les compartiments, etc. Tout ça pouvant aussi être agrémenté et de données qu'on a déjà en fait au bloc sur les données de l'anesthésie. En post-opératoire, encore une fois, la NLP peut nous aider puisque le mot de l'infirmière dans le dossier, qu'on ne regarde jamais, peut alerter une intelligence artificielle qui fait que entre une corrélation entre une information de l'infirmière et une de l'interne, ça peut déclencher une alerte sur une complication qui serait en train de débuter, mais qu'on n'a pas diagnostiquée. Des marqueurs biologiques en post-opératoire. Est-ce qu'on a rompu les barrières? Est-ce qu'on peut mesurer un peu de la manière dont une élévation de la troponine, on pourrait mesurer une élévation de la prestine ou de la cochléine, un cycle en post-opératoire pour voir si on a traumatisé l'oreille interne? Et encore une fois, une analyse des constantes, une analyse d'une imagerie post-opératoire. Aujourd'hui, le choix de l'implant, il résulte surtout de la forme extérieure, entre guillemets, de l'implant, puisque globalement, tous les implants ils sont faits de la même manière, un silicone de grade médical et des électrodes en platinium iridium. Mais j'imagine que dans 15 ans, on aura plus de choix avec, par exemple, des implants chargés en médicaments. Aujourd'hui, on a déjà, sur des prototypes en recherche dans des modèles animaux, des implants qui sont chargés en dexaméthasone. Toutes les molécules qui sont liposolubles sont facilement chargées dans le silicone, mais il y a aussi des travaux pour essayer de charger des molécules hydrosolubles avec des relargages de molécules anti-inflammatoires pendant plusieurs mois, voire potentiellement plusieurs années, et donc des durées de traitement qui sont inenvisageables aujourd'hui de cette manière. Alors, les autres projets qui sont aussi en cours, c'est de changer la technologie de l'implant en lui-même en remplaçant le platinium iridium par des circuits imprimés de type MENS et en collant des muscles, en agrémentant l'implant de muscles, de biosenseurs pour pouvoir vraiment diriger le faisceau de l'implant cochléaire en lui-même. C'est un projet qui est en cours avec une ANR en cours. À laquelle on participe, où on va pouvoir courber, flécher l'implant dans différentes directions de l'espace, non seulement de manière active pour contrôler la trajectoire de l'implant, mais aussi utiliser ces dispositifs comme des systèmes de proprioception. Donc à la fois on peut courber l'implant de manière volontaire, mais aussi on peut détecter une courbure de l'implant lors d'un contact contre, par exemple, le mur latéral ou éventuellement la membrane basilaire. Donc, on parle de micro-robotique, de robots dits souples, un peu à la manière de serpents, mais qui vraiment nous permettraient de mieux contrôler ce que l'on fait au moment de l'insertion de l'implant. D'autres projets qui sont en cours sont l'utilisation d'implants à stimulation optique, notamment Tobias Moser qui travaille beaucoup sur le sujet, soit une stimulation optique directe, soit à l'aide de l'optogénétique avec au préalable une transmission génique pour sensibiliser l'oreille interne à cette stimulation optique, qui permettrait d'augmenter la résolution des canaux. La principale limite aujourd'hui est que les fibres ne sont pas assez souples pour pouvoir aller au-delà de 180 degrés. Donc tout ça pour vous dire que probablement qu'on aura des technologies qui vont se concurrencer les unes les autres, en tout cas pendant un moment, et qu'on aura des choix à faire pour nos patients. Ensuite, la planification et la simulation de l'insertion, c'est des choses qui se font déjà un petit peu aujourd'hui. On mesure le diamètre A, on mesure d'autres dimensions dans la cochlée. On peut planifier des axes d'insertion pour être parallèles au tour basal, mais finalement, on ne va planifier qu'un vecteur d'insertion, ce qui revient uniquement à planifier ce qui se passe au point d'entrée, mais pas tellement ce qui se passe au-delà. Il est probable qu'à l'avenir, on aura des simulations qui seront un petit peu plus complexes, avec des modélisations complètes de l'insertion des implants, qui seront dispositifs dépendants, qui seront anatomie dépendante, non seulement pour vérifier que le dispositif soit peu traumatique, mais surtout pour essayer de précalculer
le vecteur d'insertion, les vitesses d'insertion, à quel moment est-ce qu'il faut qu'on déclenche le virage ou la contraction des muscles de ces implants actifs pour vérifier que l'on est bien atraumatique. Et donc, pareil, ça, c'est des travaux qui aujourd'hui sont faits au stade de la simulation, avec des collaborations que j'ai par exemple avec l'INRIA de Lille, et dont on a pu valider aussi les modèles par rapport à des modèles expérimentaux. Donc là, on est vraiment sur la mécanique pure de l'implant, mais j'imagine qu'une fois qu'on aura choisi le dispositif, planifié l'insertion, pour les patients qui seront éligibles à cela, on leur proposera une thérapie génique. On a Rizlen Lalou et Saïd Safedine dans notre équipe de recherche et dans le service qui travaillent sur ces sujets, sur des modèles animaux mutés pour l'autoferline ou Usher, avec des objectifs de transfixion virale, pas tellement pour les surdités acquises, puisqu'on va avoir deux grands cadres d'objectifs, soit régénérer complètement la cochlée, mais je pense que dans un premier temps, on s'adressera plutôt au problème de surdité génétique isolée, où on a simplement un gène fonctionnel qui est muté. C'est des objectifs, entre guillemets, moins ambitieux au départ, mais qui permettront d'avoir des résultats plus tangibles pour pouvoir embrayer sur la clinique. Les résultats sont extrêmement encourageants chez des modèles de souris, puisqu'on arrive à restaurer l'expression et la localisation de la protéine, par exemple pour une souris mimant un modèle de Usher. On restaure la mécanostransduction, on restaure aussi l'anatomie, l'architecture ciliaire. Ici, vous voyez une souris sauvage, une souris Usher. Pardon, j'ai pas de... Une souris sauvage ici, une souris Usher. La souris Usher qui a été traitée. La même chose au niveau du vestibule, avec des résultats intéressants aussi sur l'audiométrie. Alors là, c'est des audiogrammes en recherche chez l'animal. Les audiogrammes sont inversés, hein, donc ici, la souris est complètement sourde. Ici, la souris sauvage entend normalement. Et vous voyez qu'on a une récupération partielle de l'audition. Donc c'est pour ça que j'imagine que dans un premier temps, les thérapies géniques ne se suffiront pas à elles-mêmes et qu'elles seront combinées à des implants cochléaires. Donc il faut travailler sur les vecteurs, mais on obtient par contre des résultats assez spectaculaires sur l'équilibre. Ici, une souris Usher qui a vraiment une démarche complètement chaotique et une souris normale. Et vous voyez que la souris qui est traitée avec le transfert génique retrouve un cheminement, un déplacement, une exploration de son espace qui paraît plus physiologique. Alors l'insertion de l'implant, j'imagine qu'elle sera un jour systématiquement robotisée. Quel robot sera utilisé, je ne sais pas. On en discutera sur la table ronde suivante. Probablement que tous les robots actuels vont évoluer et qui vont tous converger les uns vers les autres pour en fait combler les lacunes des uns des autres. Aujourd'hui, voilà comment ça se passe déjà en pratique courante au bloc. Donc on a un système qui nous assiste. Ce n'est pas un robot au sens scientifique du terme, dans le sens où c'est un télémanipulateur en fait, que l'on contrôle, mais ce type de système évoluera clairement vers des robots au fur et à mesure que de l'automatisation sera mise en place pour planifier l'axe d'insertion, planifier la vitesse, coupler l'insertion de l'implant à de l'analyse d'image péropératoire, de l'analyse d'ICOG, de l'analyse de force d'insertion, de la mesure d'impédance métrie, de la mesure optique, de la déformation du faisceau, enfin voilà, donc peut-être de la mesure de température, on peut tout imaginer en fait, hein. C'est simplement que analyser autant de résultats en temps réel du point de vue du chirurgien, c'est impossible et on aura besoin d'un pré-traitement qui sera probablement fait par de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce que l'on arrive à faire déjà, c'est pouvoir réduire le tremblement, ralentir la vitesse d'insertion avec ce type de système en espérant être moins traumatisant pour l'oreille interne. C'est des choses qu'on a pu déjà valider pour des implants droits. Alors, on peut avoir des systèmes où on va mesurer les forces de friction en temps réel en montant des capteurs d'effort. Ici, vous avez une cochlée
d'un os temporal qui a été micro-disséqué. Hein, le toit de la cochlée a été ouvert. Ici, on voit la membrane basilaire et l'insertion de l'implant avec les forces de friction de l'implant qui sont mesurées par des capteurs d'effort qui sont mis sous l'os temporal. On voit qu'on a des forces qui sont extrêmement faibles, hein, 0,05 newton, donc c'est très très faible, et de cette manière, on peut détecter des profils d'insertion normaux, mais aussi détecter des profils d'insertion anormaux. C'est évident qu'il serait souhaitable de pouvoir détecter un foldover avant qu'il soit complètement réalisé, et en fait c'est possible. À partir du moment où le foldover commence, on a déjà des modifications des forces de friction, mais ça, il faut pouvoir l'analyser numériquement. De la même manière, dans des conditions idéales du laboratoire, donc on est loin de la vraie vie, mais on peut toujours imaginer que ce sera possible un jour avec l'évolution des technologies. On peut détecter des translocations vestibulaires en temps réel. Le changement de profil de courbe d'effort est analysable. C'est vraiment une petite modification de la courbe qui est uniquement mise en évidence quand il n'y a pas de bruit, pas d'artefact dans les conditions idéales du laboratoire, mais on pourra imaginer ça d'avoir au bloc. Donc une fois que cet implant aura été mis en place, on analysera systématiquement son positionnement par des fusions d'images. Encore une fois, l'intelligence artificielle rentrera en ligne de compte parce qu'aujourd'hui, nos images sont très artefactées, mais on a des algorithmes de réduction des artefacts qui sont utilisés pour mieux placer les électrodes. À quoi tout ça va servir? Premièrement, à savoir si on n'a pas créé de traumatisme ou de translocation, on va pouvoir mieux localiser l'ensemble des électrodes dans la cochlée, d'une part, voir ici par exemple qu'il y avait 2 électrodes qui avaient traversé la membrane basilaire à l'apex, mais surtout, on pourra regarder la position de chacune des électrodes, vérifier la position par rapport au modulus, éventuellement désactiver certaines électrodes si elles ne sont pas en position, et donc de cette manière, tenter d'améliorer les réglages. Il y a déjà des systèmes qui existent, comme le système FOX, qui permet de faire aussi bien que des régleurs entraînés, donc entre guillemets tirer vers le haut tous les résultats des régleurs, et puis surtout économiser du temps humain, parce que c'est un scoop pour personne, on manque de personnel dans nos services. Si on peut s'assister de technologies ou de systèmes qui peuvent libérer du temps personnel, ce sera ça de gagner pour nos activités. Donc au final, à chacune de ces étapes, on acquiert de la donnée qui est recueillie, qui est collectée, regroupée, et qui va, patient après patient, s'agréger dans ce qu'on appelle du big data, et donc une sorte d'intelligence collective, donc cumuler en fait énormément de données. Et ce sera ma diapo de conclusion. Cette intelligence artificielle, elle aidera d'une part à la prise en charge spécifique de chaque patient, mais elle aidera aussi de manière collective à la prise en charge de la population, et donc probablement qu'elle aura un impact sur la santé publique en général. Donc voilà un peu des projections. Est-ce que ça se réalisera? Je ne sais pas, mais c'est des choses qui me paraissent probables compte tenu du fait qu'un certain nombre d'événements ont déjà été enclenchés pour aller dans cette direction aujourd'hui. Merci de votre attention. Je ne sais pas. Pas mal. Oui. Merci à tous les deux pour vos présentations qui sont passionnantes. Ça fait envie pour l'avenir. J'ai une question pour Mathieu. Tu as bien présenté donc, les 2 voies d'accès à l'oreille interne, et surtout celle de la fenêtre ronde. Tu n'as pas du tout parlé du sac lymphatique. Est-ce qu'il y a des... Parce que c'est quand même une région à laquelle on sait accéder, qu'on peut ouvrir sans trop de dommages sur l'oreille interne. On le coupe même dans nos voies rétrolabyrinthiques sans qu'il se passe quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des pistes pour utiliser cet accès-là qui donne un accès direct à l'endolymphe pour des injections de différentes molécules ou systèmes? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout à l'heure actuelle? Alors, je ne saurais pas te répondre sur les projets de recherche, on va dire confidentiels, en tout cas ce qui est d'accès public, clinical trial, ou sur les sites et les pipelines des différentes entreprises
impliqués dans les traitements de l'oreille interne. Il n'y a pas de choses sur le sac endolaphatique, à ma connaissance. Merci. C'est bon. Bon, ben, c'est parfait. Parfait. Personne n'a peur de l'avenir. Tout le monde est confiant sur l'intelligence artificielle. De toute façon, je pense qu'on ne pourra pas y échapper. Hein. C'est pas là où se situe la difficulté, les limites. On peut même avoir des logiciels qui permettent d'entraîner des intelligences artificielles gratuitement. Hein, donc, c'est pour ça que la valeur est dans ce qu'on va... Et la valeur va être dans les données parce qu'il faut nourrir le système. Le système en lui-même, il n'est pas très compliqué. Tous les informaticiens le maîtrisent. La diffusion des technologies va se simplifier, un peu comme nos PowerPoint, nos traitements de texte. On pourra tous avoir accès à des logiciels pour nous aider à gérer ces intelligences artificielles. Le gros problème, c'est de savoir comment on va les nourrir. Il faut pouvoir bien qualifier les données. Plus les données vont être précises, bien détaillées, plus l'intelligence apprendra vite, d'une part. Et d'autre part, la grande question, c'est est-ce qu'on va vraiment maîtriser la distribution de ces données, puisqu'on voit que, par exemple, la PHP négocie la cession des données sans nous demander quoi que ce soit. Donc, il n'est pas exclu que, je ne sais pas, une partie des patients qui ont tous une surdité brusque, les données soient vendues à je ne sais pas qui, et qu'une entreprise ressorte un truc en exploitant nos données, alors que on n'ait pas été consulté, puisque finalement, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à l'AP, et que tout est informatisé, et qu'ils n'ont pas besoin de nous demander notre avis là-dessus. Donc c'est un peu dommage, mais c'est ce qui nous pend en nez, entre guillemets. C'est parfait. Voilà, la robotique et autologie. Ça nous Guillaume. On s'installe. Allez. Il y a quoi? Temps de changer d'ordinateur. Bien. Alors, oui. Pas de problème, on est un peu tôt, ce qui est rare dans un programme. Une classe inversée, on va répondre aux questions avant de présenter.
Ah, c'est ton Ouais, peut-être, attends, oui. Le PC de la salle. Celui-là, oui, j'ai déjà transféré. Oui, ben on changera les ordinateurs. Des vidéos et tout. Ah, si tu l'as installé, non, bon, je changera les ordinateurs, franchement. Ça prend 2 minutes. Hein. Mais c'est pareil. Il n'y a rien de confidentiel. Dehors, la salle fut comble, mais il n'en est rien. Alors j'imagine qu'on fait la sieste à la réunionnaise. Euh, Simplement, aujourd'hui, on va faire une petite séance sur l'intérêt du robot en otologie. On aura en réalité vraisemblablement un vrai robot et puis des télémanipulateurs en réalité. Donc, cette séance, on envisagera plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un robot dans le domaine de la chirurgie de l'oreille, en particulier éventuellement jusqu'à l'implantologie. Je vais tout de suite passer la parole au professeur Frédéric Venaille, qui va parler d'abord de l'utilisation d'un robot pour faire finalement la voix d'abord, en réalité, à la place du chirurgien. Frédéric, je te laisse la parole. Merci Philippe. Alors voilà, je vais vous parler d'un robot qui est assez récent. Donc, on a fait le premier cas chez un patient en France la semaine dernière, mercredi dernier. Donc c'est vraiment du tout chaud au niveau information. Et c'est le robot qui a été développé par Cassination à Berne en partenariat avec Medel. Voilà, donc ce robot, en fait, il a comme vocation de faire la voie d'abord de l'implantation cochléaire, c'est-à-dire de l'os mastoïdien jusqu'à la cochlée. Après, on peut s'arrêter avant la cochlée, faire une insertion via la fenêtre ronde, ou on peut aller jusqu'à la cochléostomie si on le souhaite. Alors, vous voyez, là, le bras du robot qui est un peu en sketch sur la petite photo que vous avez ici, qui n'est pas sans rappeler un autre robot qui est un peu plus familier dans les dessins animés de Disney. Alors, ça, c'est une caméra haute fidélité qui va servir à faire un système comme une neuronavigation pendant la chirurgie. Donc, en fait, on va pouvoir vérifier la position de tous les instruments par rapport à un traceur qui est positionné, fixé sur le patient. Et en fait, c'est le système de neuronavigation qui va être intégré à ce robot pour faire le geste. Alors, comment ça fonctionne, quel est le workflow? C'est très simple. On va faire une imagerie préopératoire sur laquelle on va définir une trajectoire, qui est la trajectoire du fraisage. Et le challenge de cette trajectoire, c'est d'avoir une trajectoire qui soit sûre et qui n'aille pas endommager les éléments nobles
pendant la chirurgie, à savoir principalement le nerf facial, éventuellement les osselets, mais là c'est un peu plus difficile à endommager, et la corde du tympan. Donc l'idée c'est d'avoir un système qui soit suffisamment précis pour ne pas risquer d'endommager le nerf facial. Et je vais vous montrer tout d'abord en fait, un peu l'évolution de notre recherche de quand on a commencé en partenariat avec Assination jusqu'à aujourd'hui. Donc le début c'est sur os temporal. Donc l'imagerie elle est réalisée avec un cone-beam de bloc opératoire, donc il y a le système X4 qui peut être utilisé pour faire ce type d'imagerie, mais aussi pour d'autres types d'imagerie de la tête et du cou. Donc une fois qu'on a fait cette imagerie, on va définir avec le logiciel Autoplan. D'abord, on va segmenter avec le logiciel Autoplan toutes les structures, donc pour pouvoir visualiser le labyrinthe, le nerf facial, les osselets. Une fois qu'on a repéré tous les éléments d'intérêt, on définit cette trajectoire pour atteindre la cochlée. Et une fois que le fraisage est fait, on fait une insertion. Alors cette dernière étape, pour l'instant, elle reste manuelle. Donc vous allez voir que ça va venir un peu en complément de l'autre robot qu'on va vous montrer après, puisque les deux n'ont pas tout à fait le même rôle dans la chirurgie de l'implant cochléaire. Alors pour les différentes étapes, pour entrer dans le détail, l'intérêt de choisir sa trajectoire, c'est quoi? Alors, il y a deux choses. La première, c'est, bon, comme je vous ai dit, éviter les structures à risque, c'est une première chose, mais c'est aussi d'optimiser l'angle d'insertion de l'implant. Pour éviter de rentrer en collision avec soit médialement le modiolus, soit latéralement le ligament spiral et possiblement également vers le haut endommager la membrane basilaire, plus la trajectoire elle se fait dans l'axe de la cochlée, meilleures sont les chances de ne pas l'endommager. Donc, via la trajectoire qu'on va choisir, on va aussi optimiser ces paramètres. Alors, je vais vous montrer sur os temporal ces petites étapes une fois que la planification est faite. Donc là, le robot arrive en position et il va commencer à fraiser un tunnel, donc de manière assez par à-coup, enfin pas par à-coup, mais on va dire, ça va être comme un système de fourrage qui rentre et qui sort pour ne pas chauffer et surtout pour éliminer la poudre d'os au fur et à mesure que le fraisage se fait. Alors le challenge, vous comprenez bien de ce type de chirurgie, c'est que c'est une chirurgie qui va être en aveugle pour le chirurgien. On connaît la position du robot, mais on ne peut pas visualiser où est le nerf facial et les structures anatomiques d'intérêt. Donc il faut que ce soit sûr. Alors le problème principal, c'est le nerf facial. Chez l'adulte, la hauteur moyenne d'un récessus facial, c'est environ 2,5 mm. Donc ça, c'est des données statistiques sur des cohortes de patients. Au milieu de cet espace doivent passer la fraise. Donc évidemment, plus la fraise va être grosse et plus le risque d'endommager le nerf facial est important. Mais aussi, après, il y a les erreurs de précision liées au robot. Donc il y a une certaine marge de sécurité qu'il faut prendre pour pallier aux erreurs possibles de positionnement du robot. Alors quand on va comparer les données du Hiro tel qu'il est actuellement disponible aux données de la littérature et à d'autres robots, ben là vous avez la première version du Hiro, on va dire en gros c'était l'Autobot, on arrivait à un niveau de précision de 0,39 mm, ce qui est quand même énorme, sachant que par exemple, pour vous donner un exemple, le robot chirurgical, le ROSA, c'est 1 mm pour la neurochirurgie. Donc on est quand même déjà beaucoup plus précis sur les premières versions. Sur d'autres types de systèmes, le système qui avait été développé par l'équipe de Lennart, par Majdani, là c'est beaucoup moins au niveau de la précision. Et le système de l'Abadi aussi, au niveau précision, on est mieux, mais on n'est pas au top. Et la version qu'on avait validée avec la première, l'Hiro tel qu'il est actuel, on était à environ 0,52 mm de précision, de moyenne plus écart-type. Donc ça veut dire que quand on rajoute la taille de la fraise à cela, si la fraise, elle fait, dans notre cas, 1,8 mm de diamètre, donc 1,8 mm plus 0,5, on est à 2,3. Donc on va dire que dans la majorité des cas, ça passe. Alors, ça, c'est la première étape de contrôle. Il faut s'assurer que la trajectoire elle soit sûre pour ne pas endommager le nerf facial, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi contrôler la fonction du nerf facial pendant la chirurgie. Alors, c'est fait par un système de neuromonitoring passif, comme on a l'habitude, comme un NIM, mais là qui est vraiment intégré au robot, couplé à un système actif. Alors l'idée, c'est quand on va se rapprocher du nerf facial, le fraisage va s'arrêter et on va contrôler à différentes étapes du fraisage la distance à laquelle on se trouve du nerf facial. Alors là, je vous montre ce qui a été fait chez le mouton pour valider l'efficacité du système de monitoring sur le nerf facial. Donc le début de l'intervention, il est vraiment à l'identique de ce qu'on fait habituellement. Et puis après, on va mettre une sonde de stimulation qui va stimuler avec plusieurs électrodes, donc en mode monopolaire et 3 modes bipolaires. Et on va augmenter l'intensité du courant jusqu'à ce que le visage se mette à bouger. Donc voilà, là ça marche chez le mouton, ça marche aussi chez les gens, heureusement. Et donc ça a permis de déterminer qu'en fait, en mode bipolaire 1, tant qu'on ne stimule pas à des seuils inférieurs à 0,3 mA, on est suffisamment à distance du nerf facial pour ne pas l'endommager. Donc on a différents niveaux de contrôle. Un premier niveau de contrôle sur la trajectoire, un second niveau de contrôle véritablement par électrostimulation du nerf facial.
Alors, après vous avoir montré qu'on pouvait faire le tunnel, après l'insertion, elle va se faire par l'intermédiaire d'une sorte de guide métallique qu'on va passer dans le tunnel qu'on a réalisé, et on va pousser le porte-électrode dans la cochlée de manière tout à fait classique à ce qu'on fait habituellement lors d'une chirurgie d'implant cochléaire, sauf que là, le contrôle va se faire par voie du conduit auditif externe et pas par la tympanotomie postérieure, bien évidemment. Et on est en mesure de pouvoir, à la fin, avoir une insertion complète de manière tout à fait traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu valider sur os temporal. Alors, ça, après, à un moment donné, on est passé à l'homme. Donc, on n'est actuellement pas le premier centre, évidemment. Ça a été d'abord utilisé à Berne, là où était développé le robot, puis à Anvers et à Innsbruck. Et on a été le 4e centre à utiliser ce robot donc, pour pouvoir le valider d'un point de vue clinique. Alors le champage, il nécessite de placer le patient dans une tétière qui est radiotransparente, puisqu'on va faire du contrôle par imagerie peropératoire. Donc ça, c'est une contrainte un peu de l'installation. Et à l'autre bout de la tétière, on a un système qui va permettre d'accrocher le bras du robot. Donc le champage, il est un peu particulier. Il faut mettre en quelque sorte la tête dans un sac, pour qu'après le système d'imagerie puisse faire le tour de la tête pour pouvoir faire le contrôle d'imagerie. Alors, la première étape, avant de faire l'imagerie, c'est de mettre en place des repères fiduciaires, donc des petites vis, qui vont après servir au recalage entre l'imagerie qu'on a réalisée et ce qu'on va vraiment contrôler sur le patient avec le système de neuronavigation. Donc ces repères fiduciaires sont des vis, et une fois qu'on a placé les vis, on réalise le cone beam tel que je vous l'ai montré auparavant sur des pièces anatomiques. Donc une fois le cone beam réalisé, reconstruit, vous voyez ici qu'on a pu segmenter les éléments de la cochlée, les éléments du nerf facial, de la corde du tympan, des osselets, et on a en plus les vis de repérage. Donc après, on va faire en quelque sorte correspondre les vis de l'imagerie avec les vis réelles sur le patient. Et la trajectoire qu'on avait pu calculer à ce moment-là, optimisée, permettait d'être à une distance de 0,42 mm du nerf facial, 0,31 de la corde du tympan, et on devait fraiser sur un peu plus de 19 mm de profondeur. Donc ça, c'est l'image de la trajectoire, sachant qu'il y a une petite étape supplémentaire par rapport à ce que je vous ai montré avant. Si on veut faire un abord de la fenêtre ronde, on est en capacité de rajouter une dernière fraise, une fraise diamantée, qui va aller fraiser la niche de la fenêtre ronde pour bien l'exposer. Donc là, on a fraisé, il y avait une toute petite niche à fraiser, l'exposition était relativement bonne par l'angle et la trajectoire qu'on avait définie a priori. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, sur l'écran, on voit la progression du robot lors de son fraisage. Donc ce qui est bleu, c'est le robot qui fraise. Donc blanc, c'est ce qui est fraisé. Vous voyez qu'il y a ce mouvement un peu là comme Woody Woodpecker. Hein, il rentre, il sort pour sortir en même temps l'os et la poudre d'os. On va rincer régulièrement pour éviter qu'il y ait des dépôts d'os qui se constituent à cet endroit-là. Et ça va se faire jusqu'à un premier point de contrôle. Je vous expliquais tout à l'heure, c'est le premier point. On va faire le contrôle du monitoring facial. Bon, après, je vais passer un peu parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer jusqu'au bout. Et le robot s'arrête à ce niveau-là. On replie le bras du robot, on ne le retire pas. Et on va faire l'étape suivante qui va être le contrôle de la trajectoire. Donc, contrôle de la trajectoire, on met une petite tige métallique dans le trou qu'on a réalisé, on refait une imagerie et on vérifie qu'il n'y a pas trop de décalage entre la trajectoire réelle et la trajectoire qu'on avait planifiée. Donc là, on avait un écart de 0,08 mm au niveau de la mastoïde à l'entrée et de 0,21 mm par rapport à la sortie, au point final, la cochlée. Donc on était tout à fait dans la gamme de ce qui est acceptable. Je vous ai montré tout à l'heure que c'est de l'ordre de 0,30 pour que ça fonctionne. Donc là, à 0,21, on était bien, on a pu continuer le geste. Donc on a continué le fraisage en réalisant cette électrostimulation et on a en direct la réponse neurale du potentiel d'action composite nerveux qui va apparaître après stimulation. Et une fois qu'on a terminé l'abord, comme je vous ai expliqué, on met en place une espèce de guide qui permet de pousser le porte-électrode jusqu'au bout. Alors là, malheureusement, la patiente elle a eu un épisode de fibrillation, enfin de tachycardie ventriculaire au moment de l'insertion, ce qui fait que ça a pas mal saigné. Mais bon, c'est pas très joli pour les images, je m'en excuse. Mais voilà, donc là, la dernière étape, vous voyez que l'insertion, elle se fait manuellement. Hein, c'est moi qui pousse le porte-électrode dans le tube. Et après, elle va progresser dans la cochlée de manière tout à fait habituelle par rapport à ce qu'on connaît. Le contrôle réalisé en post-opératoire, le voici. Donc on a une insertion qui s'est faite quasiment sur 2 tours de cochlée avec un flex 28. Donc avec une insertion en rampe tympanique, hein, on peut le voir ici, il n'y a pas eu de déviation dans la rampe vestibulaire. Et une chirurgie qui s'est vraiment après déroulée sans problème particulier. Donc on retire les vis,
on met en place l'implant dans sa loge comme d'habitude et on termine l'intervention comme ça se fait tout à fait de manière traditionnelle. Alors là, on avait forcément un excès de câbles par rapport à une chirurgie classique, hein, puisqu'on n'enroule plus de câbles dans la mastoïde, donc on a toujours un petit excès de câbles qu'il faut aller enrouler sous la peau. Et alors, le moment crucial, c'était d'aller voir la patiente au réveil quelques heures après pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, parce que jusque-là, on était content, mais c'était mieux de voir si la patiente n'avait pas de paralysie faciale. Comme vous pouvez le constater sur la photo, tout va bien. Donc voilà, c'était un peu l'épopée qu'on a vécue de 2014 à aujourd'hui. Hein. Donc ça a pris 7 ans pour passer de l'étape de la pièce anatomique à celle du patient. Donc je remercie tous mes collègues de l'équipe d'ORL Montpellier, le docteur Kaderbe qui est là, et puis le professeur Uziel évidemment qui avait initié le travail, l'équipe de Berne avec Marco Calverzaccio et puis toute l'équipe de l'ARTORG, du laboratoire de robotique de Berne, et évidemment l'équipe de Medel et Cassination, sans laquelle le projet n'aurait pas pu naître et voir le jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous propose de poser des questions si vous en avez. Alors moi, j'en ai une parce que c'est quand même celle qui me turlupine le plus, c'est de me dire ici, ça prend quand même beaucoup de temps pour aller faire une mastoïdectomie qui, dans les mains de quelqu'un d'habitué, se fait extrêmement rapidement. Quelle est, à ton avis, la plus-value de ce genre de chirurgie robotisée par rapport à une chirurgie classique? C'est quelque chose, même si c'est magnifique d'un point de vue technologie, d'un point de vue engineering, c'est extraordinaire, il faut bien l'admettre. Mais par rapport, qu'est-ce que tu penses que cela va apporter, ou quels sont les développements qui fait que finalement, on aura tendance à se dire, bah, je vais aller dépenser pas mal d'argent pour acheter ce type de produit, pour finalement faire à ce stade-ci une mastoïdectomie? Alors voilà, alors les points négatifs, c'est sûr que là, si on va commencer par les points négatifs. Les points négatifs, c'est on prend plus de temps pour faire la chirurgie. Effectivement, là, on a fait le calcul 1h30 de plus par rapport à une chirurgie normale. Alors 1h30 de plus, je compte pas que temps chirurgical, avec l'installation, etc. Tout compris, c'est 1h30 de plus. Donc on est passé d'un temps d'environ... on est passé de 2 heures en temps habituel, avec l'installation du patient, l'anesthésie, etc., à 3 heures voilà, 3 heures et demie. Hein, c'est le temps qu'on a mis en réalité. Donc c'est beaucoup plus long. Ça, c'est une certitude. Après, ça a un coût, évidemment. C'est un coût du robot. Le coût de consommable est relativement modeste. À part les vis, il n'y a pas vraiment de consommable sur ce type de robot-là. Bon, alors après, maintenant, c'est vrai qu'à ce stade-là, comme on dit à l'anglo-saxonne, c'est du show-off. Ça n'amène pas grand-chose de plus par rapport à l'existant, si ce n'est quand même l'optimisation de l'angle d'insertion de l'implant cochléaire. Bon, après, de manière un peu provocative, je vais essayer de passer sur la diapo suivante s'il veut. Il ne veut pas. Bon. Si, voilà, ben c'est pas grave, vous la voyez là. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu. Alors voilà, ce qu'il faut, c'est est-ce que le robot, on le prend pour ce qu'il fait aujourd'hui ou on le prend pour ce qu'il fait demain? Donc, le robot, aujourd'hui, je pense qu'on en est à peu près à ce stade-là, vous voyez. Bon, maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'on en arrive à ce stade-là dans quelques années. C'est-à-dire d'arriver à faire des choses avec un robot qu'on n'est pas capable de faire à la main et pour laquelle, voilà, on est tout à fait dans l'incapacité de rentrer peut-être de manière sélective dans la rampe tympanique, de faire un micro-trou, d'injecter un produit, d'être en capacité de faire des choses qui dépassent la précision de la main humaine. Bon. Mais là, c'est une démonstration de faisabilité. On va dire que c'est une première étape, c'est une première brique pour de la chirurgie vraiment robotisée, où ce n'est pas juste de la télémanipulation, mais où c'est vraiment le robot qui fait le geste. Merci beaucoup, Frédéric. C'était très intéressant. Est-ce que c'est un choix d'enlever la fraise pour monitorer le facial? Est-ce que tu peux utiliser les systèmes à terme directement sur la fraise pour éviter d'avoir cette double manipulation? Ouais. Et deuxième question, là pour cette patiente, j'ai compris que tu avais contrôlé, peut-être parce que ça avait saigné, en soulevant le tympan par voie de conduit. Est-ce qu'à terme, on n'aura pas besoin de ça ou est-ce qu'il faudra toujours avoir un contrôle visuel direct? Alors oui, je dirais à terme, on n'a pas forcément besoin de ça. C'est-à-dire qu'on peut faire un contrôle après sous scopie de l'insertion à partir du moment où on a fait après l'ouverture de la fenêtre ronde directement par le trou qu'on a fait là. On peut le faire avec une petite pointe aussi. C'est tout à fait quelque chose où le contrôle visuel n'est pas fondamental. Ça peut se faire, on va dire, juste contrôle scopique. Donc ça, c'était pour la deuxième question. Oui, alors le nerf facial, non. Alors, ça a été testé par la société d'avoir directement un système comme le Stimbur de Medtronic. Mais en fait, il y avait beaucoup trop de parasitage au moment du fraisage pour faire les contrôles. Et puis, s'il y avait des débris d'os qui restaient à l'intérieur, ça changeait les seuils. Donc, in fine, ce n'était pas suffisamment sûr pour pouvoir le faire. Donc, cette étape, pour l'instant, c'est la seule qui donne un niveau de sécurité suffisant pour utiliser une procédure robotisée en aveugle. Oui. Changer.
si j'ai bien compris, là, le dessin sur le cone beam de la position du facial, etc., il est fait au bloc. Parce qu'on doit, on doit en fait tenir compte de la place des vis. Est-ce qu'à terme, il est prévu une solution pour qu'on puisse anticiper tous ces tracés, ce qui ferait, je pense, gagner pas mal de temps dans la procédure? J'imagine que c'est assez long de délimiter toutes ces structures anatomiques sur l'imagerie. Oui, alors après, c'est un peu la problématique, parce que tant qu'on n'a pas mis les vis, on ne peut pas faire l'imagerie. Donc après, la première solution, c'est de faire l'imagerie, je dirais, de poser d'abord les vis sous anesthésie locale, faire l'imagerie après, et après, éventuellement, commencer la planification avant d'endormir le patient. Après, dans le workflow, je ne suis pas sûr que ça fasse gagner beaucoup de temps. In fine, ça va être plus de désagréments qu'autre chose. Alors après, bon, là où on peut gagner du temps, c'est sur la reconstruction des images, l'acquisition du cone beam. Ça, c'est des choses qui sont encore en cours d'amélioration. On va dire que la vitesse de reconstruction par rapport aux premiers prototypes, elle s'est grandement améliorée. L'image, elle est reconstruite en moins de 5 minutes maintenant, alors qu'avant, c'était beaucoup plus long. Je pense que là, avec les progrès de l'informatique, la phase de reconstruction, en soi, elle va aller beaucoup plus vite. Après la segmentation, il y a encore pas mal d'étapes qui sont manuelles. Après, avec Autoplan, il y aura beaucoup d'étapes aussi qui pourront s'automatiser aussi sur la segmentation des éléments d'intérêt. Oui, Yann. Une question sur la tétière que tu as utilisée, qui est une tétière spécifique. C'est une tétière bon, on a compris qu'elle était radiotransparente, mais c'est une tétière à pointe. À un moment, j'avais entendu parler d'une tétière gonflable. Qu'est-ce que c'est? C'est une tétière gonflable, en fait. Il y a un coussinet derrière sur lequel la tête est posée au niveau de l'occiput et 2 coussins gonflables qui sont posés au niveau frontal. Donc en fait, elle se ferme comme une forme d'un casque par-dessus. Ça va gonfler pour maintenir le crâne bloqué par les 2 systèmes de coussinets derrière et devant. Ah oui, il faut qu'elle soit radiotransparente parce que sinon on n'est pas en mesure d'avoir une image de bonne qualité. Ah non, elle a été développée pour le robot. Très bien, merci Frédéric. Et nous passons maintenant au professeur Nguyen de Paris, qui lui va nous parler de l'étape suivante finalement, de ce que l'on peut faire une fois que finalement on a ouvert l'oreille et probablement un peu d'histoire. Alors je vais vous parler du projet Robotol en revenant un petit peu sur l'historique. J'irai un petit peu vite, je vous rassure, mais ça permettra aussi aux nouveaux utilisateurs ou aux prochains utilisateurs du robot de comprendre les choix qu'on a faits, qui peuvent parfois paraître moins judicieux que d'autres, mais ils n'ont pas été faits par hasard, et quelles sont les pistes pour améliorer les choses. Donc, initialement, le Robotol avait été conçu pour la microchirurgie de l'oreille moyenne et spécifiquement pour la chirurgie de l'autospongiose. Alors après, les indications se sont étendues, mais tout a été développé pour cela, avec un modèle idéal qui était la chirurgie de l'autospongiose, puisque c'est une chirurgie qui est extrêmement reproductible, à la fois dans l'anatomie, à la fois dans les gestes. Et si on voulait développer un système, il fallait quelque chose de reproductible. On ne pouvait pas demander à des ingénieurs de nous concevoir un robot qui fasse tout. C'était inenvisageable dès le départ. Donc il fallait avoir un cahier des charges assez précis. Et c'est pour ça qu'on avait choisi ce geste, en sachant pertinemment qu'un robot qui est capable de faire une autospongiose est probablement capable de réaliser beaucoup de gestes au sein de l'oreille moyenne. Donc entre 2006 et 2014, il y a eu plusieurs tests de science, un roboticien, un informaticien, moi, et qui se sont succédés, chevauchés, pour aller définir le cahier des charges, savoir quelle allait être la place du robot au sein du bloc opératoire, dans quel environnement il allait évoluer par rapport au microscope, la table, le patient. Définir aussi l'espace de travail dans lequel allait évoluer le robot pour définir sa dimension, définir les efforts. Ça, c'est des courbes de mesure d'effort lors d'une réalisation d'une platinotomie, où on voit que quand on pose la fraise contre la platine, on appuie sur la platine et au moment où on traverse la platine, les forces chutent d'un coup. Des définitions de précision aussi sur des platinotomies. Ici, une platine en fait, qui est symbolisée schématiquement avec une platinotomie réalisée, une précision à la fois en position absolue, en translation, et une position aussi angulaire du positionnement de la fraise. Tout ça pour en fait, définir un cahier des charges, concevoir des plans de prototypes avec des dimensions variables qui sont évaluées
des 200 000 robots candidats qui avaient été évalués en termes de dimension, selon la largeur de l'épaule, la longueur du bras, du poignet, etc. Donc l'angle entre chacune des articulations, la longueur de chacun des segments du robot avait été... voilà, on avait fait vraiment une exploration complète de ce qu'on pouvait concevoir comme système. Et parmi ces 200 000 robots candidats, on en avait choisi un, ce qui nous avait permis de réaliser les premiers prototypes. Donc ce projet qui avait commencé en 2006 a permis d'obtenir un premier prototype en 2009. Sur ce premier prototype, on avait un bras qui était imprimé en 3D. C'était quand même le début de l'impression 3D en 2009. C'était vraiment pas une technologie qui était aussi répandue et courante qu'aujourd'hui. Donc la qualité des matériaux n'était pas aussi bonne. Le robot était du coup souple et on avait du mal à atteindre la précision qui était attendue. Et donc on a dû aller usiner un robot, des prototypes en métal. C'est pas aussi trivial que ça parce que quand on s'adresse à l'industrie, ben c'est de l'artisanat en fait. Il n'y a aucun industriel qui, comme ça, du jour au lendemain, va vous fabriquer un prototype pour un coût raisonnable. Donc on a dû identifier des gens qui étaient capables de faire ça. À l'époque, les moteurs qui étaient utilisés pour déplacer le robot étaient volumineux. Et donc, on ne pouvait pas les mettre sur le bras du robot, sinon ils allaient empêcher, obstruer le champ visuel à travers le microscope. Et donc, c'est pour ça qu'on avait mis ce qu'on appelle une transmission par câble de Bowden. Des câbles de Bowden, tout le monde en utilise sans le savoir. C'est par exemple ce qu'il y a sur les freins d'un vélo. Donc, on actionne un câble qui tire dans une gaine. Ça actionne le frein. Le problème de ces câbles-là, c'est qu'ils ont un glissement. Et donc, on perdait, encore une fois, la précision qui était attendue, puisque on avait des moteurs qui étaient capables d'avoir une résolution, une précision de déplacement de 5 microns à la base du moteur. Mais évidemment, cette précision, elle glissait tout au long de chacun des éléments jusqu'à la partie effectrice finale. Donc on a continué à travailler. Les moteurs, la technologie des moteurs a évolué. On a pu mettre en place des petits moteurs directement sur le bras pour avoir une transmission directe, plus de câbles, plus de glissement, une maintenance simplifiée, plus de câbles à changer, à resserrer régulièrement. En parallèle, une instrumentation qui s'est développée pour être portée par le robot. Et globalement, au laboratoire, on a fini à peu près le job de prototypage, de conception en 2013. Et Colin, qui était un partenaire dès le début du projet, à ce moment-là, s'est emparé du projet, notamment Stéphane Mazaleg, et a fait un travail de titan pour aller transformer cet outil de laboratoire en un dispositif médical avec toutes les contraintes qu'on avait évidemment anticipées, hein, mais toutes les contraintes on passe d'un truc qu'on a entre guillemets bricolé au bloc avec des fils électriques qui sortent d'un peu partout à un système qui puisse être emmené dans un bloc opératoire, donc avec des contraintes électromagnétiques, électriques, de stérilité, de maintenance, une protection par une coque, un houssage stérile, un changement rapide des instruments, ce qui a permis d'obtenir le marquage CE en 2016 et donc une utilisation clinique possible, une ouverture vers d'autres équipes et un autre fait qui était aussi important, des levées de capitaux externes parce qu'à ce moment-là, on avait besoin d'une impulsion financière supérieure pour continuer le développement. Au niveau de la partie commande du robot, il y a aussi un travail qui a été fait par les informaticiens. On avait envisagé au départ, ici vous avez ce qu'on appelle les schémas de commande en automatique. Moi, je ne vais évidemment pas les détailler, mais c'est ce qui résume en fait tout ce qui va se passer entre l'interface de commande et la partie effectrice du robot, puisque pour faire un mouvement au robot, il faut imaginer que le robot a 6 moteurs et on va actionner chacun des 6 moteurs de manière coordonnée pour pouvoir donner une position et une orientation du robot. Et ça nécessite de pouvoir convertir un ordre donné par une interface de commande à la partie instrument du robot. On avait imaginé au départ d'utiliser ce type d'interface dont on aurait pu avoir une utilisation très proche de celle des outils d'autologie classiques, hein, tout simplement un outil avec un manche qu'on aurait pu manipuler et tenir comme un micro-crochet ou une pointe. Mais finalement, on est passé à une souris parce que ce type d'outil n'atteignait pas les précisions qui étaient requises, d'une part, du fait que l'utilisation se basait sur
du position-position, et donc un décalage de position. Et le chirurgien devait systématiquement, en début de procédure, aligner parfaitement l'outil avec le bras du robot pour créer cette synchronisation des mouvements qui n'était pas simple à obtenir et dont on savait pertinemment que ça nécessitait une courbe d'apprentissage élevée et que si on voulait que la technologie soit un peu plus répandue que par les 3 concepteurs ou 3 utilisateurs au quotidien du robot au labo, c'était pas envisageable. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur une interface qui est sur le papier beaucoup moins intuitive qu'une interface comme celle-ci, mais beaucoup plus robuste en termes d'utilisation et de précision. De la même manière, il y a eu un travail important qui a été fait sur l'ergonomie du robot. Au départ, il faut imaginer que le robot il est piloté par un PC, et donc la moitié des commandes, du contrôle, c'est des lignes de code. Évidemment, c'est impossible d'utiliser ça au bloc opératoire, et donc petit à petit, on a amélioré l'interface de communication entre le robot et le chirurgien, puisque il ne s'agit pas simplement de piloter le bras, mais aussi de pouvoir contrôler des vitesses, contrôler des blocages d'axes, contrôler des rappels de position, pouvoir faire des mouvements en translation ou en rotation pure, et donc contrôler le fait qu'un chirurgien soit toujours aux commandes du système avec ce qu'on appelle une pédale homme-mort, puis des pédaliers, et puis finalement une interface homme-machine sur les dernières versions, avec une interface, un écran tactile, informatique, qui permet de contrôler l'ensemble des fonctions du robot. Donc, je vous avais dit qu'au départ, le robot avait été fait pour la chirurgie de l'autospongiose. On avait aussi, bien sûr, en ligne de mire, l'implantation cochléaire. Ce qu'on n'avait pas du tout envisagé, par contre, en 2006, c'était l'essor, en tout cas, le fait que la chirurgie endoscopique se développe autant sous l'impulsion de diverses équipes dans le monde. Et donc, on s'est dit aussi que c'était une opportunité d'utiliser le robot comme un porte-endoscope robotisé. On avait assez peu de modifications à faire sur le bras pour qu'il puisse atteindre cet objectif. Ici, on a le bras originel. On avait un moteur qui était initialement fixé sur cet axe-là qui servait à ouvrir et à fermer des micro-pinceaux, des micro-ciseaux. Il suffisait pour nous d'aller supprimer ce petit moteur ici et on avait la place pour faire passer un endoscope. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas le faire, ça nous permet d'avoir une corde supplémentaire à notre arc finalement. Donc voilà à quoi ressemble le robot aujourd'hui. Finalement, ce n'est pas exactement le même bras qui est capable de porter les instruments et les endoscopes, pour plusieurs raisons. Premièrement, le porte-endoscope, il est perforé dans son axe pour pouvoir laisser glisser l'endoscope. Et d'autre part, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que le premier bras qui avait été fait pour être le plus fin possible, pour ne pas interférer avec le champ de vision et le microscope, était un peu trop léger pour pouvoir déplacer convenablement une tête de caméra et un câble qui était un peu lourd. Et donc, c'est pour ça que ce bras porte-endoscope, là, on ne le voit pas exactement, mais il est un petit peu plus gros que le bras porte-instrument. Donc, voilà comment ça se passe au bloc opératoire. L'installation, on met toujours le robot en face de nous. On a toujours en ligne de mire l'interface homme-machine qui permet de contrôler l'ensemble du système. Et dans une configuration de chirurgie endoscopique, on a une colonne vidéo HD. Comme l'optique comporte une lentille côté tête de caméra qui est extrêmement standard, finalement, c'est compatible avec toutes les colonnes vidéo HD standard. Alors, quelques temps clés, je ne vais pas vous donner de technique chirurgicale complète ou de résultats aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas le temps, mais quelles sont, je trouve, à mon sens, les étapes de la chirurgie les plus utiles lorsque on utilise le robot comme porte-endoscope, c'est tous les gestes où on va avoir besoin de 2 mains. Donc, par exemple, l'incision dans le conduit, ça saigne régulièrement. Le fait d'avoir une aspiration, on gagne du temps, on récline le lambeau, pas besoin d'utiliser de coton, pas besoin d'utiliser d'adrénaline. Dès qu'on va aller disséquer des structures et qu'on va avoir besoin d'écarter le lambeau, les gestes que je réalise, ils sont extrêmement courts, en fait, ils n'ont rien d'exceptionnel. Tout le monde les fait au microscope. Mais par contre, quand on utilise un endoscope à une main, c'est impossible de réaliser ce type de geste.
De même, le fraisage, qui dit fraisage dit irrigation, qui dit irrigation dit nécessité d'une aspiration. Si vous ne voulez pas avoir besoin d'utiliser un moteur piezo et si vous ne voulez pas avoir la nécessité de ce type de système, un investissement supplémentaire, avec un porte-endoscope, vous utilisez les moteurs conventionnels. Il faut simplement des fraises longues, mais ça ne change rien. On réalise tous les gestes classiques de l'autologie, les ossiculoplasties, la pose de porte, de torpe, le renforcement du tympan par du cartilage, la mise en place de l'aponévrose. Là encore, rien de très particulier dans ces techniques. Vous utilisez la technique que vous avez l'habitude d'utiliser. Est-ce que vous placez le cartilage latéralement, médialement par rapport au marteau? Est-ce que vous l'affinez, vous ne l'affinez pas? La forme que vous lui donnez, chacun, entre guillemets, fait comme il veut. Le porte-endoscope est juste là pour améliorer la vision du champ opératoire, et le fait d'avoir deux instruments va vous permettre de pousser la greffe et non pas uniquement la tracter. Ça va vous permettre de la fixer dans un point avec un instrument pour la faire tourner. Donc des gestes du quotidien en otologie qui paraissent triviales sous microscope, mais quand on se supprime une main, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. J'en ai dit deux mots ce matin dans le cadre de la chirurgie de l'otite chronique. On m'avait posé la question, est-ce qu'il est toujours nécessaire de faire une tapanotomie postérieure? Bon, oui, pour contrôler la maladie, mais par contre, pour vérifier le positionnement de la prothèse, on peut utiliser l'endoscope. Alors, on peut aussi utiliser l'endoscopie manuelle pour ça, mais ça ne va pas être très simple de tenir un endoscope de manière manuelle dans la tique et d'aller glisser, entre guillemets, à l'aveugle, un instrument dans le conduit pour aller palper la reconstruction, ce que l'on peut faire ici, puisque en fait là, je vais placer le robot avec l'endoscope dans la tique, un endoscope de 30 degrés, je vais regarder le montage, ici une ossiculoplastie partielle, et puis avec le microscope, je vais regarder dans le conduit, et avec un instrument, je vais palper le montage pour m'assurer que les choses soient bien mobiles, que la prothèse ne touche rien à côté, que les choses soient stables. Alors, ça garantit en rien les résultats à moyen et à long terme de l'ossiculoplastie, mais au moins, quand on sort du bloc, on se dit que la prothèse n'est pas tombée et que l'ossiculoplastie a tenu un peu plus qu'une heure le jour de la chirurgie. L'utilisation en tant que porte-instrument, il y en a deux. Il y a la chirurgie de l'autospongiose et l'implantation cochléaire. Je pense que Philippe Lefebvre nous présentera un cas d'implantation cochléaire, donc je ne montrerai pas la vidéo. Tous les implants sont insérés de la même manière. Aujourd'hui, on travaille, en tout cas au laboratoire, on est capable de robotiser, enfin de proposer une assistance avec le Robotol sur quasiment toutes les étapes de l'autospongiose, mais les prototypes de pinces ne sont pas encore réalisables sur le plan industriel et médical. Donc pour l'instant, la chirurgie, c'est juste une assistance pour le tir au laser, où en fait, tous les tirs au laser vont être guidés par une fibre qui sera elle-même pilotée par le robot. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la précision dans le tir, mais surtout, ça apporte de la stabilité sur plusieurs dizaines de secondes. Et ça permet de ralentir la cadence des tirs, faire de longues pauses entre chaque tir de laser pour laisser le temps à la région de refroidir, puisqu'on sait que la plupart des lasers ne sont pas toxiques, à condition de ne pas rapprocher successivement les tirs de manière trop importante, sinon on risque d'avoir une accumulation de chaleur. Alors après, on utilise un laser KTP fibré, mais le porte-fibre que l'on a, on en a deux modèles, un 200 microns, un 300 microns, et donc finalement vous pouvez aller utiliser n'importe quel type de fibre pour aller compléter le geste. Et la manière dont on réalise la chirurgie de l'autospongiose, elle est assez classique aussi. On fragilise la platine avec un laser, on vient calibrer la platinotomie avec un moteur, et ensuite on utilise tout type de piston. J'aime bien les pistons en nitinol, qui ne nécessitent pas de serrage mécanique. Simplement le fait de chauffer le piston va permettre de recourber le piston autour
autour de l'enclume et voilà, pour limiter au maximum le risque au pire de luxation de l'enclume et à minima de peut-être luxation de l'articulation entre l'enclume et le marteau dont on ne se rendrait pas forcément compte. Un caillot, on rabat le tympan et c'est terminé. Donc je vais passer cette vidéo parce que Philippe Lefebvre, je pense, nous montrera une vidéo d'implantation. Tout ça pour vous dire que maintenant, le Robotol, c'est devenu un dispositif courant de notre bloc opératoire. On a opéré plus de 200 patients sur les 2 dernières années à la Pitié. Je pense qu'aujourd'hui, si on met bout à bout toutes les séries des uns et des autres, des 10 équipes qui l'ont, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais on doit être entre 200 et 250 patients. Donc on commence à avoir un certain recul, non pas sur l'efficacité du système, mais au moins sur, d'une part, sa sécurité et d'autre part, le fait qu'on puisse l'utiliser comme un dispositif courant du bloc opératoire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Yann. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Monsieur Fraisse. Mon admiration pour l'équipe de la Pitié qui est arrivée à créer de l'entrepreneuriat à partir d'une preuve de concept à un produit industriel. La deuxième réflexion, elle est au niveau de la francophonie. Évidemment, on a tous des égos, tous une volonté d'apparaître, mais je crois que soutenir des projets francophones, c'est notre mission. C'est le deuxième point. La troisième réflexion, elle est sur le calendrier. Vous avez vu qu'il faut 10 ans entre la preuve de concept et le marquage CE. On doit respecter ce calendrier dans les deux sens. On doit respecter le calendrier des scientifiques, on doit aussi respecter le calendrier des industriels. On ne peut pas faire un brevet en 1 an, mais on doit aussi respecter nos investisseurs qui ont un certain nombre de temps. Et puis le dernier point, je crois qu'il est le plus intéressant. Le débat, ce n'est pas de savoir si on peut faire, et Philippe Lefebvre a raison, une mastoïdectomie à la prothèse ou pas, c'est de savoir si on peut défendre ce type de projet parce qu'il est flexible. Vous avez dit que vous êtes parti sur l'autospongiose, vous avez dévié sur l'implant cochléaire, vous réfléchissez à l'endoscopie. Donc oui, je crois que c'est important que cet exemple nous serve pour créer de l'entrepreneuriat. On a toutes les raisons de le faire. Il y a des moyens aujourd'hui dérogatoires qui nous permettent de le faire dans un calendrier qui doit respecter aussi bien les scientifiques que les industriels. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?